Bom dia, boa tarde, boa noite. Alors, je sais que l'épisode d'aujourd'hui intéresse à beaucoup de personnes et que c'est effectivement la santé osseuse, mais je voudrais bien mettre cette perspective de santé osseuse, parce que j'ai dit santé osseuse dans une perspective fonctionnelle, c'est comment la médecine fonctionnelle, la nutrition fonctionnelle regarde cette condition de santé osseuse. Et je vais vous présenter la cartographie du déséquilibre osseux, qu'on pourrait dire qui est la matrice de la nutrition fonctionnelle. Alors, comme je vous ai dit, je vais essayer de vous apporter cette perspective-là. Et pour cela, je commence déjà avec l'arbre, qui c'est effectivement la représentation de la médecine fonctionnelle. Et là, c'est bien de la médecine, parce que à partir du moment que je prends cet arbre et que je regarde le sol avec les antécédents, les déclencheurs, les médiateurs, que je vais vers le tronc où il y a tous les symptômes et signes qui seront distribués, qui seront analysés dans la matrice de la nutrition fonctionnelle pour résoudre un tableau clinique de notre client ou de notre patient actuel. Vem comigo! À ce moment-là, je vous dis que cette chaîne, elle est faite pour vous, professionnels de santé. Et je suis Elisa Marceau, chirurgien dentiste, naturopathe spécialisée en nutrition fonctionnelle. Je vous montre de A à Z comment appliquer la nutrition fonctionnelle pour transformer de vie la vôtre et celle de vos patients ou de vos clients. Ça veut dire que c'est une chaîne conçue pour le médecin, pour le pharmacien, pour chiropracteur, ostéopathe, naturopathe, dentiste, tous ceux qui sont dans cette démarche qui est d'apporter la vitalité positive aux gens. Donc, comme je vous ai dit, nous, de la nutrition fonctionnelle, on va s'occuper de la santé osseuse. Et je voudrais bien éclaircir quelque chose que parfois, même les professionnels qui sont en train de faire leur formation en nutrition fonctionnelle, ils mélangent un peu. Donc, je vais vous dire par exemple que la santé osseuse, déjà, tout ce qui est symptômes et signes, c'est une région qui va être en lumière, qui va donner de la lumière au nœud qui s'appelle intégrité structurelle, parce que c'est l'intégrité des structures et on parle dans ce nœud de tout ce qui est musculaire, articulaire, osseux. On parle de membrane aussi, membrane structurelle, de la membrane cellulaire, de membrane des organites, tout est là-dedans. La question est que l'os, c'est un des organes les plus silencieux qu'on a en termes de signes et symptômes. Et c'est impressionnant que nous, on va travailler avec la santé osseuse à partir de deux équilibres qui seront amenés à nous. Parce qu'une personne qui vient voir un naturopathe, un ostéopathe, etc., en disant qu'il a un déséquilibre osseux, c'est parce qu'un diagnostic a été fait. Et ce diagnostic, normalement, est évidemment l'ostéoporose. Évidemment, on a cancer osseux, mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui. On va parler de là-haut dans l'arbre, où sont toutes les maladies, là, au diagnostic des organes, où on va voir toutes les étiquettes, toutes les maladies. On a un déséquilibre osseux qui est effectivement l'ostéoporose, n'est-ce pas? Et c'est impressionnant au fil des années, j'ai constaté que les personnes qui ont ce déséquilibre osseux qui est l'ostéoporose, ils ont vraiment peur. Parfois, plus peur qu'un cancer. Et ils pensent, les gens qui ont ostéoporose, parce que ça sera informé à eux par un médecin, normalement, qui a fait
une densitométrie et à partir de cette densitométrie, sera révélé à notre client ou à notre patient qu'il a une ostéoporose. Mais notre travail, parce que comme nous, on n'a pas de signes et des symptômes vis-à-vis du tissu osseux, on ne dit pas « j'ai mal à mon os », on n'écoute pas ça normalement. Donc, elle n'a pas cette ostéoporose ni des signes et des symptômes. Mais on peut normalement faire, on devrait faire la prévention de cette maladie. Parce que quand on va constater que la personne elle a l'ostéoporose, elle a déjà l'ostéoporose. Mais j'ai quand même de bonnes nouvelles. Je vous montre ici la cartographie de ce déséquilibre osseux. On va passer par tout ça, tous les nœuds, on va discuter tous les nœuds qui seront englobés dans cette cartographie du déséquilibre osseux. Lorsque nous regardons cette matrice de la nutrition, elle nous rappelle déjà que notre corps est complètement connecté parce que vous allez voir qu'on a ici plusieurs nœuds, comme ici, je vous montre déjà, les nœuds biotransformation qui va englober tout ce qui est détoxification et élimination, ça veut dire notre foie, notre rein. De l'autre côté, on a ici défense et réparation et équilibre immunitaire qui va rentrer là-dedans notre système lymphatique, les nœuds lymphatiques. Il va rentrer aussi notre système immunitaire, intestinal, partout. On va mettre tout ça là. La question inflammatoire. On a aussi ce nœud qui va s'occuper des veines, des artères et de la lymphe, qui est ce nœud qu'on appelle transport. Mais là, j'ai mis veines, artères et lymphe. Vous allez remarquer que je change de matrice. Je peux mettre différents éléments pour que vous ne soyez pas fixés sur un seul modèle. Ce n'est pas ça notre objectif. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi, Elisa, l'ostéoporose et la santé osseuse, pourquoi vous avez parlé de ça? Pourquoi ça c'est important? Parce que on pense que l'ostéoporose est une maladie des anciens, des personnes âgées. Mais son histoire, l'histoire de l'ostéoporose, elle va commencer au jour 1 de votre vie. Elle commence très tôt parce que écoutez bien, 80% du tissu osseux va se développer chez la femme jusqu'à l'âge d'à peu près 18 ans. En tant que ce tissu osseux va se développer dans l'homme jusqu'à l'âge de 20 ans, après, avec le vieillissement, on aura ce qu'on appelle un déséquilibre où les ostéoclastes vont gagner un peu plus de force que les ostéoblastes. Et je vais vous dire tout de suite qui est comment va se faire cette histoire. On a ici l'ostéoporose qui est une porosité de l'os, pas que de l'os, ça veut dire un déséquilibre des ostéoblastes qui sont ceux qui vont construire l'os, production de l'os, et des ostéoclastes qui décomposent l'os. Donc, c'est pas que ça, parce que l'ostéoporose, elle va englober aussi la microarchitecture de l'os. Et ce déséquilibre qui va constituer cette ostéoporose. Mais la question, comme je vous ai dit, c'est que tout va commencer au jour 1 de votre vie. Parce que on va accumuler de l'os au long de la vie jusqu'à 18 ans, 20 ans. Donc, on va dire que on a cette formation osseuse comme une banque que vous allez faire de dépôts d'argent tout au long de votre vie. Donc, nous travaillons pendant plusieurs années de nos vies et après, on a une épargne qui est notre retraite, qu'on va utiliser l'argent du travail. L'os, c'est pareil. Vous avez construit votre capital osseux et après qu'on va gagner, spécialement les femmes qui vont gagner la ménopause et les hommes aussi avec le vieillissement, on aura cet déséquilibre, on va dire, physiologique, d'augmentation des ostéoclastes par rapport aux ostéoblastes. Et donc, ça serait très intéressant qu'on a une quantité d'argent, ça veut dire d'os,
dans la banque suffisant pour faire face à cette situation. Et donc, comme je suis en train de vous expliquer, cette question ostéoporose, déséquilibre ostéoclaste, ostéoblaste. Et vous savez bien, je ne sais pas si vous savez, que tous les 10 ans, nous avons de renouvellement osseux. Tellement important alors de s'occuper de l'os tout au long de votre vie. Ce n'est pas une maladie, l'ostéoporose, de vieillissement. Ce déséquilibre, il y aura, sauf que ceux qui vont s'exprimer en tant qu'ostéoporose, c'est parce qu'ils n'ont pas construit dans la banque de la vie suffisamment de l'os. Donc, cette notion, elle est très importante. Alors, dans cette question que je vous avais dit, que les nœuds principaux, quand on parle d'os, c'est effectivement intégrité structurelle. Et tous les 10 ans, nous avons des renouvellements osseux en vieillissant. Nous avons une perte d'ostéoblastes et une augmentation des ostéoclastes. Donc, on va voir un processus de catabolisme osseux plus important que d'anabolisme. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait parler en termes de déclencheurs? Déclencheur dans la nutrition fonctionnelle, c'est effectivement la notion de quelles sont les raisons pour avoir les déséquilibres osseux comme c'est le cas de l'ostéoporose. Voilà une question très importante. Pourquoi? Parce que vous savez bien que les médecins, ils vont analyser la densitométrie et là, ils vont déclarer que vous avez ou notre patient qu'il a de l'ostéoporose ou de l'ostéopénie. Et ils vont commencer à prescrire de médicaments. Mais ce qui nous intéresse et ce que je voudrais quand même, avant de donner ce médicament, est quelle est la cause ou les causes, quels sont les déclencheurs de cette pathologie. Rarement, et je dis avec beaucoup d'expérience, vous allez avoir un problème osseux isolé. La personne a que de l'ostéoporose. Ça, j'ai jamais vu, c'est rarissime. Il a toujours d'autres questions, d'autres nœuds qui seront englobés dans cette question ostéoporotique. C'est comme, on dirait, une équation que je vais vous donner quelques raisons pourquoi on a cette condition. Et donc, comme je vous ai dit, on va traiter de ces causes. Alors, on pourrait parler de quoi comme cause? Évidemment, on pourrait parler de médicaments qui vont interagir avec l'os. Vous voulez quelques exemples? Les médicaments riches en cortisone, des médicaments pour la thyroïde. Vous savez, médicaments pour la thyroïde. Médicaments utilisés pour traiter le diabète. Médicaments utilisés pour traiter de problèmes d'estomac, comme les antiacides. Tout ça, c'est un lit pour l'ostéoporose. Mais surtout, les antidépresseurs. Les antidépresseurs que les gens prennent pendant des années, c'est très important. C'est un signal d'alerte que je voudrais vous donner. Les gens pensent qu'ils vont prendre des antidépresseurs pendant 30 ans, 20 ans et que ça ne va rien faire. Ben là, je vous dis que les antidépresseurs sont très, très répandus au niveau de l'ostéoporose. Sans compter la question de sédentarité. Sédentarité est mode de vie. Sédentarité, on va parler d'activité physique par rapport à qu'est-ce qu'on fait pour une personne qui a déjà une ostéoporose installée. On va voir ça à la fin de notre conversation aujourd'hui. Mais la sédentarité, le tabagisme, l'alcool, tout cela fait le lit de déclencheur de l'ostéoporose. Sans parler de la question de la ménopause, où on aura des équilibres estrogéniques. On aura une réduction d'estrogène, comme c'est le cas de la ménopause,
ça ne veut pas dire que les femmes ménopausées ont l'obligation d'avoir une ostéoporose. Parce qu'on peut préparer tout ça. Et on peut même améliorer l'ostéoporose. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que la question de la femme ménopausée, c'est qu'elle va promouvoir, nous pouvons avoir une apoptose plus accentuée, apoptose c'est la mort cellulaire, plus accentuée des ostéoblastes, ils vont augmenter alors, proportionnel, les ostéoclastes, qui va créer ce déséquilibre entre anabolisme, qui c'est l'ostéoblaste, et le catabolisme de l'os, qui c'est l'ostéoclaste. Et donc, comme je vous ai dit, les gens ont très peur de ça. Ils pensent qu'ils vont devenir immobiles et que leur vie est finie. Il faut savoir que d'autres raisons, comme la sédentarité, comme le surpoids, comme excès inflammatoire, vont faire que cette personne, à 70 ans, elle commence à avoir des difficultés de marche, qui n'a rien à voir avec l'ostéoporose parfois. Mais le non-ostéoporose, il déclenche une peur parfois absurde et d'autres choses non, comme le surpoids, comme le ventre de femme ménopausée. Ça, c'est comme si c'était normal, mais ce n'est pas normal. Et malheureusement, ce qui va déclencher la peur vis-à-vis de la personne, c'est quand le médecin va rendre les diagnostics. Jusqu'à là, on ne pense pas. Ce que je voudrais dire, c'est que on va remarquer qu'avant ce diagnostic, la personne, elle présentait déjà, comme je vous ai dit, l'ostéoporose ne vient pas toute seule. Elle vient accompagner, elle présentait déjà, ça fait longtemps, d'autres signes, d'autres symptômes qui on pourrait éventuellement attaquer, même sans penser à l'ostéoporose, sauf s'il y a un terrain, la mère, le père, des gens de la famille qu'on va penser à ça, mais la mauvaise alimentation, les stress, tout ça. Donc, l'ostéoporose, je dirais que c'est un moment de reset dans la vie de cette personne. C'est une opportunité que la vie lui donne parce qu'avec la peur, elle peut-être va tout changer dans sa vie et ça va améliorer la matrice complète et elle va améliorer son état de santé, mais parfois de 80%. Et donc, elle va améliorer son état de santé dans plusieurs secteurs. Comme je vous ai montré ici, sont plusieurs secteurs. Et je voudrais vous dire aussi qu'il y a aussi la question des carences nutritionnelles que va venir être liée à une autre question, mais que je vais parler dans quelques minutes. Parce qu'avant, je voudrais vous parler que la première préoccupation quand quelqu'un dit j'ai de l'ostéopénie ou j'ai de l'ostéoporose, c'est la supplémentation, n'est-ce pas, de quoi? De calcium. Les médecins, normalement, ils donnent comme conseil d'augmenter les apports de consommation de calcium. La question est que, est-ce que ce médecin a regardé qu'est-ce que la personne mange déjà en termes de calcium? Parce que ce que je constate dans mon cabinet, c'est que il y a des personnes qui ont une supplémentation en calcium et elle a trop de calcium. Et calcium est lié à calcification. N'oublions pas le duo calcium-vitamine D. Ils adorent donner ça. Mais ils ont oublié le magnésium, ils ont oublié la vitamine K2. K2, pour que le calcium rentre dans l'os, on a besoin de K2. Et rien de ça est normalement parlé. On parle de calcium, vitamine D pour l'ostéoporose. La personne continue avec l'alimentation qu'elle a, elle fait de densitométrie à chaque 2 ou 3 ans. Et donc, nous sommes ici dans un nœud qui s'appelle le nœud de la détoxification, de la biotransformation. Attention,
la supplémentation en calcium, elle peut provoquer des lithiases rénales, des problèmes cardiaques, parce que qui dit calcium dit aussi calcification de vaisseaux, veines, artères et compagnie, en excès, en supplémentation. Donc, je vois des personnes qui sont en supplémentation de calcium pendant des années avec sa vitamine D, et quand elles font la densitométrie, elles constatent que les choses font que empirer. Et tout le monde pense que c'est normal. Ah ben, c'est pas normal. C'est pas du tout normal. Si on parle de médiateurs, ça veut dire, les médiateurs, qu'est-ce qui va intervenir dans cette santé osseuse? Ça, c'est la différence de la nutrition fonctionnelle et de médecin fonctionnel. C'est que nous, on va s'occuper, malgré l'ostéoporose, de la santé osseuse. On ne va pas donner de médicaments pour l'ostéoporose, pas de médicaments. Qui donne des médicaments? C'est le médecin. Mais le médecin fonctionnel, ça sera son dernier recours et pas son premier recours, s'il est un bon médecin fonctionnel. Et en termes de médiateurs, comme je vous ai dit, on a besoin de magnésium. C'est ça qu'il faut regarder chez les patients. De K2, des vitamines D, calcium. Et des choses importantes, c'est de tester le niveau de calcium, mais pas deviner. Deviner. Attention à la supplémentation en calcium. Et ce n'est pas en train de mesurer la calcémie non plus que vous allez savoir la supplémentation en calcium. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Allons maintenant à notre test de micronutriments. Ici, nous pouvons, si besoin et si vous avez la compétence, vous pouvez faire un test de micronutrition. Si nécessaire, vous, naturopathe, vous, ostéopathe, vous pouvez mesurer la quantité de vitamine D, de calcium, de magnésium. Magnésium, je ne suis pas trop fan parce qu'il est intracellulaire. Mais vous pouvez faire un bilan du stress oxydatif. Vous pouvez mesurer les choses pour faire un diagnostic nutritionnel, pas pour faire un diagnostic ostéoporotique. La personne, elle vient déjà avec les diagnostics. Vous n'avez pas besoin de faire. Vous allez amener la personne à sa santé osseuse. Vous n'allez pas intervenir en tant que je vais traiter l'ostéoporose. Il faut arrêter de comprendre que nous, on ne veut pas prendre la place du médecin. On veut tout simplement être entre les racines du problème et le traitement médicalisé du médecin. Si on peut l'éviter, on l'évitera. C'est ça la fonction de la nutrition fonctionnelle. Et la médecine fonctionnelle, elle va plus haut. Elle peut intervenir aussi dans la partie traitement de l'ostéoporose. Évidemment, si la personne est médecin, elle est là pour ça, n'est-ce pas? Donc, tester les micronutriments. Vous pouvez aussi, si vous avez une bonne compétence, une excellente compétence en analyse micro-macronutritionnelle, vous voulez avoir un aperçu de l'alimentation de 7 jours ou même plus de ce patient pour voir combien d'ingestat il a par rapport aux micro et macronutriments que vous avez besoin. Effectivement, vous comprenez bien que quand je mets ce patient dans la matrice, je ne vais pas mettre dans la matrice que pour l'ostéoporose. C'est pour ça qu'on dit qu'on a cette vision holistique. On va regarder absolument tous les nœuds. Mais je suis là en train de donner de la lumière à une cartographie des déséquilibres osseux. Est-ce que vous avez compris et est-ce que vous aimez ça? Moi, je pense que je ne pouvais pas faire mieux pour vous. Je vous donne vraiment la nutrition fonctionnelle de A à Z. Vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait parler en termes de ce nœud-là? Stress, qui est le nœud de la communication, qui est le nœud plutôt de neurotransmetteurs et hormones. Si on parle d'hormones, on parle ici de cortisol. Donc, la problématique ici, c'est le nœud de neurotransmetteurs et d'hormones.
Les stress, ils diminuent l'activité des ostéoblastes. Ce n'est pas les stress de temps en temps. Ce n'est pas les stress physiologiques. C'est le stress chronique. Cécile, dans ce cadre, est-ce que nous avons le droit légalement de demander une analyse biologique pour diagnostiquer le déséquilibre? Enfin, vous avez toujours cette question et je dis merci à Cécile. Cécile, la loi, je ne sais pas, vous êtes qui? Naturopathe, qu'est-ce que vous êtes? Nous pouvons demander au patient, il va payer, de faire des analyses qui sont censées pour le diagnostic nutritionnel. Est-ce que c'est clair? Ce n'est pas le même. Par exemple, un médecin, il ne va pas mesurer la SOD. Non, il ne va pas mesurer l'homocystéine de plus en plus. Mais pourquoi il va mesurer la SOD? Pourquoi il va mesurer la glutathione peroxydase? Il ne va jamais la mesurer. C'est dans ce contexte-là, il ne va pas mesurer. Rarement, vous allez voir un médecin qui travaille avec ostéoporose, qui va mesurer les zinc, qui va mesurer le sélénium. Vous comprenez? Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué, Cécile. Ce n'est pas compliqué. Alors, la question est, est-ce que vous êtes capable, vous, pas Cécile, vous qui êtes là, vous êtes capable d'analyser? Parce que ce n'est pas non plus analyser. Ah, les zinc, il est bas parce qu'il y a un petit graphique qui montre qu'il est bas. Parce qu'il faut prendre en compte l'âge, les antécédents, les déclencheurs, tout du patient qui parfois, il va présenter quelque chose dans la normalité, mais ce n'est pas optimal pour lui. C'est ça la grande question. OK? Et donc, le cortisol, il diminue le niveau de la densité osseuse. Faible concentration aussi d'estrogène, j'ai déjà dit, spécialement les femmes ménopausées, diminue les ostéoblastes et augmente les ostéoclastes. Ça, c'est physiologique. Si cette dame, elle n'a pas eu, au long de sa vie, elle était sédentaire et tout ça, on peut stopper le processus, on peut même revenir un peu en arrière. OK? Et donc, en fait, le problème ici du stress, c'est le cortisol. En fait, c'est le cortisol. Parce que c'est le cortisol qui diminue l'activité des ostéoblastes. OK? Il ne faut pas oublier une autre question très importante, qui est la question du mental. Ici, j'ai mis la question du mental. Je vais faire ce nœud ici, qui est le nœud qui va regarder le reste de la matrice, qui est le nœud mental, émotionnel et spirituel. On sait, il y a des études scientifiques qui montrent que le patient qui ressent le bonheur, qui est bien dans sa peau, il déclenche la densité osseuse. Il facilite, et ça, c'est pas que la densité osseuse. Évidemment, si vous êtes bien, votre capacité de récupération, si vous êtes bien dans votre peau, dans votre tête, est mieux dans tous les sens. Mais si vous avez stress et il y a un autre facteur qui est le facteur de se sentir isolé, ça va donner une faible densité osseuse. Si on réfléchit, c'est un cercle vicieux parce que la personne qui est isolée, normalement, elle mange mal, elle ne fait pas d'activité physique, elle est isolée. Et donc, elle n'aura pas de traction osseuse. Les muscles ne vont pas faire une traction, ils ne vont pas demander de l'os. Et donc, il n'y a pas de raison pour avoir une densité osseuse. Elle sera un processus de catabolisme total. Donc, une chose amène à l'autre. Le mode de vie, le mental du patient, le jeu de émotions mentales et spirituelles, ça veut dire spirituel dans le sens que est-ce que votre client ou votre patient, peut-être il est âgé, mais est-ce qu'il a un propos? Est-ce qu'il a un propos pour vivre? Parfois non. Et tout ça va, on parle maintenant de déséquilibre osseux, mais tout ça va avoir un retentissement qui sera évidemment lié à des facteurs déclencheurs qui va être tous ces déséquilibres-là, mais on ne peut pas oublier la question génétique.
qui va jouer, qui va se manifester. D'accord? Et qu'est-ce qu'on pourrait parler en termes de cette mentalité? Je pourrais vous dire que nous avons l'opportunité, au moment du diagnostic donné par le médecin, de faire une différence dans la trajectoire de l'ostéoporose, de utiliser cette question-là comme une opportunité de réinitialiser, reset la vie de votre client et de votre patient. Il faut lui présenter la chose comme ça. Et c'est comme ça que vous allez transformer de vie. Effectivement comme ça. Et c'est comme ça que j'utilise cette ostéoporose. C'est un déclencheur pour tourner une page. C'est un déclencheur pour se préoccuper avec soi-même, pour faire une bonne alimentation, pour dormir plus tôt, avoir une hygiène de vie, avoir de la mobilité, créer des œufs et créer des muscles pour le futur. C'est ça notre objectif. Les stress oxydatifs. Les stress oxydatifs n'est rien d'autre qu'un processus physiologique, mais si on a un déséquilibre, ça veut dire qu'est-ce qui peut causer un déséquilibre du stress oxydatif parmi beaucoup de choses? L'inflammation. L'inflammation, et si je parle d'inflammation, je parle de surpoids, je parle de sédentarité, je parle de baisse immunitaire. Donc, les stress aussi réduit, et les stress oxydatifs, pas les stress tout simplement, réduit l'activité des ostéoblastes. Et le cortisol et l'isolement vont réduire aussi l'activité de ces ostéoblastes. Et vous savez que notre corps, pour se défendre de tout ce qui est... Là, on va faire un grand lien. On va faire un lien avec les nœuds qui est ici, c'est les nœuds assimilation. Ces nœuds assimilation, c'est comment avoir la vitamine K, la vitamine D, la B12 ou n'importe si vous avez un problème au niveau intestinal. Donc, vous comprenez bien que vous ne pouvez pas commencer votre travail par la cartographie du déséquilibre osseux sans prendre en compte notre question assimilation. Mais qu'est-ce qu'on pouvait parler alors en termes de nutrition et hydratation? Avant de penser à vitamine K, vitamine D, coenzyme Q10 que je vais vous parler et d'autres, pensez à l'alimentation d'abord. Pour le calcium, il n'y a rien de mieux que surtout les légumes et les feuilles vertes, surtout choux verts, choux frisés, plus la vitamine C qu'on va trouver dans le fruit et les protéines pour les muscles seront essentielles. Parce que si vous avez un manque ostéoporotique, si vous avez un problème osseux, il va falloir développer les ostéoblastes, créer de l'os. Pour créer de l'os, il faut créer de muscles. Vous avez besoin de protéines, vous avez besoin de vitamine C, vous avez besoin de calcium naturel, feuilles vertes. Combien votre patient mange de feuilles vertes par jour? C'est la question qu'on peut se poser. Okay? Et ce déficit, l'hydratation est fondamentale. Ce n'est pas 1,5 litre pour monsieur, madame, tout le monde. Non. Cette quantité d'eau va varier selon le poids, selon l'âge, pour que ça soit efficace. Sinon, ce n'est pas bon, ce n'est pas efficace. Ce qui me dérange vraiment dans toute cette histoire, c'est qu'on introduit des médicaments qui vont, par exemple, dans ce processus-là, réduire l'acidité estomacale, qui va engendrer des déséquilibres au niveau du nœud assimilation, parce que vous savez bien que le médicament va intervenir au niveau de empêcher une bonne digestion de protéines, qui peut engendrer alors de déséquilibre, de dysbiose, de hyperméabilité intestinale. Vous avez fait tout ça, vous avez donné des médicaments sans regarder
les conditions de votre client en termes d'hydratation, d'alimentation, de qu'est-ce qu'il fait en termes d'activité physique, de rapport avec son travail, le bonheur, les rapports avec sa famille. Et ça donne du travail, c'est sûr. Mais c'est ça, transformer la vie de quelqu'un. Et pas lui donner tout simplement un médicament à vie qui va entraîner d'autres problèmes. Et là, on donne d'autres médicaments. Oui, Laetitia, les produits laitiers, oui. Mais notre sujet aujourd'hui, c'est pas de rentrer dans les spécificités du traitement de chaque chose. Pourquoi, Elisa, vous ne faites pas ça? Parce que peut-être vous allez dire dans votre tête, ah, elle ne donne pas tout parce qu'on ne paye pas sa formation. Pas du tout ça. C'est parce qu'on prend des heures et des heures pour mettre chaque personne dans la matrice, dans les conditions. On va nœud par nœud, on montre que, évidemment, si vous avez des antécédents importants, on va dire que cette personne est diabétique. Tout ce que je vais dire à cette dame va changer, va changer. Donc, lactose, c'est un problème. Le produit laitier, il a plusieurs problèmes pour l'adulte. Il y a le problème de lactose, pas pour tout le monde. C'est le moindre problème du produit laitier, c'est la question de la lactase. Parce que la majorité des personnes ont la lactase. Le problème, c'est OZ, qui c'est déjà un sucre. Le problème sont les antibiotiques pris par les animaux. Le problème est la quantité de molécules, on va dire, qui sont dans le lait pour une vache et pas pour une personne. Et donc, les animaux, c'est pourquoi on serait différent? Les animaux adultes ne mangent pas, ne boivent pas le lait de leur mère ou de leur père, les animaux. Pourquoi nous, on va boire du lait, pas de notre mère, mais d'une vache? Il faut déjà se poser cette question. L'ajout des jus de légumes verts me paraît intéressant pour l'assiette. Alors, on revient à la question, Louisa. Merci de votre question. Jus de légumes, on enlève les fibres, ok, Louise? Est-ce que ce jus de légumes va faire plus de bien ou plus de mal? Je ne sais pas. Je ne connais pas votre client. Parce que si vous prenez que jus de légumes, le jus de légumes, il peut entraîner à un patient, par exemple, plus de constipation que plus de bien que du mal. Parce qu'il n'y a pas de fibres là-dedans. Vous comprenez? Donc, tout ça dépend à qui. Donc, ce qui est intéressant, ça c'est clair, c'est, je ne sais pas la quantité parce qu'il y a des personnes qui peuvent ballonner. Ils vont manger des feuilles vertes, mais il y a une quantité spécifique. Nous sommes des êtres différents. Différents. Qui vont avoir des réponses différentes. D'accord? La matrice fonctionnelle doit être complètement individualisée. Il n'y a pas de question vis-à-vis de ça. Et on sait qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a des personnes qui travaillent avec un groupe. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez travailler en groupe à partir du moment que vous avez fait pour chacun une analyse dans la matrice. Et après, vous travaillez le groupe. Pourquoi pas? Mais vous comprenez bien que quand vous travaillez en groupe, vous n'avez pas la même priorité ou la même qualité, je dirais même, quand vous travaillez individuellement. Ça, c'est net. OK? Alors, une question qu'on pourrait se faire, quels sont les déficits en micronutriments qu'on voit fréquemment dans les déséquilibres osseux? Tout va dépendre de l'alimentation que la personne, elle va prendre, évidemment. Mais je vais vous donner quelques-uns que j'ai fréquemment dans mon cabinet. Une déficit, c'est coenzyme Q10. Alors, on peut associer, on peut avoir une petite explication de ça, peut-être, parce que comme la majorité sont des personnes qui ne bougent pas beaucoup, que n'exigent pas beaucoup de leur mitochondrie, donc elles ont une mitochondrie déficitaire, en défaillance, et là on parle d'énergie. Et donc la coenzyme Q10, elle est ubiquitaire, elle est partout, et elle est surtout au niveau mitochondrial, et elle est surtout liée aux muscles, et elle est surtout liée à la mitochondrie. Et on voit fréquemment une baisse de coenzyme Q10. De K2 aussi,
sont des carences fréquemment constatées. Évidemment de la vitamine D, mais pas parce que la personne a un déséquilibre osseux, de la santé osseuse. La vitamine D, elle est en déséquilibre pour presque tout le monde. OK? Les aliments recommandés, comme je vous ai dit, feuilles vertes, chou vert. Un chou vert, il a 265 mg de calcium par 200 g de chou. Il est riche en magnésium, il a une synergie à propos de ce chou, donc c'est très bien, ok? Mais c'est comme un médicament. Vous allez faire votre patient prendre ça, ce groupe, cette famille, avec beaucoup plus de constance. Gastro-intestinal, ça c'est le fondamental, parce que une mauvaise digestion et malabsorption va me donner déficit micronutriments. Et c'est ça que je suis un peu inquiète, parce que le médecin, à chaque fois, il donne des médicaments, mais il ne se préoccupe pas avec la dysbiose qui doit être traitée en premier lieu, parce que c'est le tube qui fait la communication de notre interne, de notre corps, avec la partie environnementale, externe. Si vous ne pouvez pas manger correctement, ça veut dire si vous n'avez pas une digestion et une absorption optimale, vous êtes déjà en faute du départ et vous allez avoir tout ce que vous pouvez avoir si votre génétique permet en termes de maladie. Tout simplement. Donc ça, c'est un point fondamental. C'est de faire cette analyse-là. Et on a la question de exercice et mouvement. Qu'est-ce qu'on pourrait parler de ces exercices et de mouvements? Je pense maintenant à mes élèves. J'ai des élèves kinésithérapeutes fonctionnels. Vous voyez? Et vous pouvez devenir un kinésithérapeute spécialisé en nutrition fonctionnelle au niveau de santé musculaire et osseuse. Vous pouvez. Et il y a des études, une étude qui s'appelle, je vais vous montrer à la fin, Lift More Trial. Que à la fin, non, je vais vous montrer tout de suite. Ça, c'est l'étude. L'entraînement de résistance et d'impact à haute intensité améliore la densité minérale osseuse et la fonction physique chez les femmes ménopausées atteintes d'ostéopénie et d'ostéoporose. Donc ça, c'était une étude où ils ont fait un travail pour montrer que les activités physiques qui sont liées à intensité, High Intensity Interval Training, qui est entraînement en intervalle à haute intensité, vaut 1000 fois plus que marcher. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit des personnes qui ont l'ostéoporose en train de marcher. Ils font que ça. Non, il faut une traction. Il faut du poids. Il faut de la musculation. Il faut des exercices, par exemple, quand vous sautez une corde, vous avez le poids de votre corps. Donc, vous mettez des forces sur les os. Et là, ça veut dire, hey, nous avons besoin de plus d'os ici. C'est ça que votre corps va comprendre. Donc, il va produire plus d'os. Donc, vous avez, pour vous donner une ordre d'idée, les femmes ménopausées ou les personnes qui sont à mon âge, 50, 60 ans, c'est le moment de l'ostéoporose, c'est le moment du diabète, c'est le moment du cancer. Qu'est-ce qu'il faut? Je parle par exemple, c'est mon spécialité de femmes ménopausées, il leur faut de la musculation. Ah, mais j'aime pas. Ben, il va falloir aimer tout ce que notre corps va se sentir bien. Pourquoi il faut aimer la musculation, Elisa? Parce qu'on a besoin de créer du muscle pour faire de la traction, pour créer aussi de l'os. Donc, on fait deux actions, créer du muscle, créer de l'os. Je ne suis pas en train de parler du système cardiovasculaire qui marchait, ok. Mais je ne parle pas que de ça, parce que les gens, on a notre vie senior. La mienne commence là. Ça veut dire que si je ne prends pas du poids, écoutez-moi,
à 80 ans, à 70 ans, ça va dépendre de mon terrain, je ne serai plus capable de marcher, de monter des escaliers comme je fais maintenant. Vous comprenez? Et ce n'est pas là, à 70, à 64, à 80 ans, que vous allez commencer à créer de l'os. Vous pouvez, vous devez, mais que vous allez commencer à créer de l'os. Donc, ça, c'est la banque. Il fallait créer ça depuis qu'on est né, mais on n'est pas créé comme ça, on n'est pas enlevé comme ça. On fait du ballet parce qu'on aime, on fait du sport parce qu'on fait, mais il n'y a jamais cette vision de santé, de commencer un bébé à lui inculquer de marcher, de faire du sport sain, hein, c'est pas à l'outrance, faire une natation, changer, faire d'autres activités, des activités qu'il aime, faire que ce bébé, que cet enfant, que cet adolescent aime les sports. Les sports, je ne parle pas d'athlète, je parle de sport. OK? Pourquoi? Parce qu'on est en train de donner des éléments pour sa banque du futur, sa banque du vieillissement, qu'on a, si on veut ou si on ne veut pas, une chute métabolique. Et pour faire face à cette chute métabolique, pour renforcer la densité osseuse, comme a bien dit Cécile, on a besoin de ça. Il existe de nombreuses études qui vont dire 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes. Moi, je choisis les dernières études. Les études qui sont, toutes les études sont un peu biaisées, vous le savez, mais les moins biaisées, on va dire. Donc, moi, je pratique 30 minutes, ok? Sauter sur place pendant 20 minutes, excellent, Cécile. Mais pas que ça. Il faut aussi faire des 7 répétitions et les répétitions ne doivent pas être trop répétitives, mais augmenter le poids. Une femme ménopausée, elle peut commencer à 0 poids et elle peut aller jusqu'à 15 kilos. 15 kilos dans chaque main. Elle peut y aller. Et elle peut même faire ça comme objectif parce qu'elle va créer de la banque, elle va créer du muscle. D'accord? Et ça devrait me motiver nous tous à s'imaginer à 80 ans, je m'imagine en train de sauter la corde, de marcher, de nager comme je fais aujourd'hui. C'est ça le grand objectif. Il y a cette étude aussi que je vais revenir plus tard, qui c'est une étude qui montre que c'est pas non plus toutes les positions pour ceux qui ont ostéoporose, pour les exercices qui sont convenables. Donc, attendez, je vais revenir en arrière. On va revenir dans cette partie-là, qui est là. Résistance, impact, plus d'autorésistance, faible répétition avec deux poids de plus en plus élevés. OK? Évidemment, ce n'est pas de douleur qu'on doit ressentir. Et je vous conseille un kinésithérapeute au moins pour vous prescrire les exercices. Si vous avez de l'ostéoporose, je parle. Pour vous prescrire des exercices qui vont rester dans cette dynamique-là. OK? C'est très intéressant, le kiné fonctionnel. Et, qu'est-ce que je voudrais dire d'autre? Ici, c'est ce que je voudrais faire attention. Flexion avant arrondie de la colonne vertébrale. Les études ont montré, vous savez, les flexions en avant, arrondies. Ça veut dire toucher votre pied avec votre main. Ce n'est pas un bon exercice pour les personnes qui ont de l'ostéoporose ou de l'ostéopénie. Et cette étude, je vous montre ici. Ici. Ostéoporose vertébrale post-ménopausique, exercice de flexion versus d'extension. Cette étude suggère qu'un nombre significativement plus élevé de fractures vertébrales par compression surviennent chez les patients atteints d'ostéoporose post-ménopausique qui ont suivi un programme d'exercice de flexion par rapport à celles qui utilisent les exercices d'extension. Les exercices d'extension ou isométriques semblent être plus appropriés pour les patients atteints d'ostéoporose. Vous voyez?
Vous voyez? Donc, c'est pour cela qu'il faut un bon professionnel, un professionnel diamant. Vous voulez devenir un professionnel diamant? Vem comigo. Donc, dans la RT2, nous avons des professionnels diamants. Nous avons des kinésithérapeutes fonctionnels qui vont savoir vous conduire à proposer au moins chez vous, vous pouvez faire chez vous, mais un exercice qui va améliorer votre condition et non empirer. Donc, je voudrais quand même finaliser notre soirée. J'espère que vous avez aimé ce sujet. J'adore parler de tout ça parce que je pense que ça vous montre effectivement que cette matrice, c'est la solution. Mais elle est la solution à partir du moment que vous êtes capable de l'analyser, de faire le lien, de la chouchouter avec bien ici au centre votre client ou votre patient. Je vous souhaite une excellente soirée et je vais présenter au long de quelques mois plusieurs cartographies parce que je pense que vous avez besoin de cette vision. Oui, Cécile. Cécile a demandé une chose très importante. La prévention et l'inversion sont possibles. Regardez à la fois la quantité et la qualité de tout ce que votre client fait dans la vie. Oui, c'est possible. Vous voyez, c'était écrit ici, Cécile. J'attendais la question. La prévention est géniale. Mais surtout, l'inversion de la situation, l'amélioration de la situation est possible. Mais elle est possible avec un ensemble d'actions. Ne pensez pas que vous allez à la pharmacie acheter du calcium et des vitamines D, ça ne va pas régler votre problème. Comme les médicaments, non plus. Vous le savez bien. J'espère que ça va effectivement que vous aider. Et aussi, peut-être mettre parmi vous quelques-uns en question. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je n'ai pas besoin d'avoir un peu plus de connaissances appliquées? Connaissance sans application, c'est de l'information. Connaissance appliquée, vous pouvez transformer une vie. Bisous, à bientôt et vem comigo. Vem comigo!